Merci à vous tous d'être ici. J'ai toujours beaucoup de plaisir à vous revoir. Alors, je ne vais pas faire les mêmes gaffes que j'ai fait une gaffe énorme il y a une année où c'était au moment du prix santé. Effectivement, on m'a dit c'était quoi la meilleure promo. J'avais dit celle-là, et puis c'était terrible. Vous êtes tous uniques. Chaque promo est unique. Je vais vous dire pourquoi vous êtes unique. Vous êtes la promo avec le plus gros effectif que j'ai jamais eu, donc 48. Donc ça, c'est quand même déjà, pour moi, c'était un challenge de vous avoir tous et j'espère de vous avoir tous tenus en haleine. Donc ça, c'est déjà une bonne raison. Après, il y a des personnalités très fortes dans cette promo. La deuxième raison pour laquelle vous êtes une promo unique, c'est que vous êtes la première promo qui m'a permis de gagner le prix santé en tant que coach. Donc ça, j'ai quand même beaucoup apprécié. À chaque fois, je me faisais ramasser par Jean-Michel ou Denis Delval. J'ai gagné l'année dernière. Donc ça, c'était assez unique et je vous remercie effectivement de m'avoir fait ce cadeau. Maintenant, je vais pas vous faire le topo habituel sur vous vivez dans un monde fantastique, etc., mais quand même, en fait, j'ai un peu réfléchi. J'ai un peu réfléchi à ce qui vous attend finalement. On a vécu, c'est évident qu'on a vécu une période extraordinaire en matière de transformation des produits pharmaceutiques et des modèles de la pharma et du dispositif médical aussi. Et là, vous êtes dans une transition où vous passez à une génération, après une génération, la génération suivante en fait d'innovation thérapeutique. Vous allez être la génération qui va connaître les premiers vrais développements de thérapie génique et de thérapie cellulaire. Et ça fait combien de temps qu'on en parle en fait? On en parle depuis pas mal de temps. Pas mal de temps sans véritablement réalisation concrète, probante, et ça y est, ça commence. Vous êtes aussi une génération du digital, mais ça, vous êtes tous nés dedans, donc ça, je ne vais pas en parler trop. Mais vous êtes aussi la génération avec le big data qui va aussi vraiment concrétiser ce qu'on appelle la médecine personnalisée, parce qu'on ne peut pas vraiment dire que ça existe encore. Et quand je parle de médecine personnalisée, je ne parle pas simplement au niveau des médicaments, je parle au niveau de la prise en charge effectivement personnalisée des patients, au travers effectivement de l'exploitation des données de big data, donc d'une connaissance assez intime des facteurs prédictifs et des risques, enfin des facteurs prédictifs et des risques présentés par les patients, donc pour les aider à mieux gérer. C'est assez, voilà, on rentre dans une ère différente et vous allez aussi connaître, en tout cas dans le système de santé français, probablement des transformations assez profondes. On l'espère parce que le système ne bouge pas très très vite, mais des transformations assez profondes sur l'organisation et la relation entre la médecine de ville et l'hôpital. Donc ça crée une nouvelle façon de travailler des prescripteurs et des soignants, et pour vous des nouvelles façons effectivement d'aborder ces marchés avec probablement des nouveaux services à inventer. Voilà, mais en même temps, dans la pharma, il continue d'y avoir des produits chimiques. Il y a aussi, bien entendu, la génération des produits biotech, les anticorps monoclonaux, ils continuent d'en avoir qui sont en développement. Donc voilà, vous êtes en fait dans une ère où je pense que les opportunités de travail que vous pouvez avoir se sont considérablement élargies. Par rapport à ce que j'ai connu, moi, il y a 10 ans, quand j'ai commencé la chaire, il y a un potentiel, effectivement, en termes de carrière qui est assez important. Et je crois d'ailleurs que ceux qui sont ici, vous reflétez assez bien ça, sauf, je vais dire un truc, sauf qu'il y a un espèce de contingent de MSD qui est absolument colossal. Donc la chaire santé est devenue une succursale, en fait, de MSD. Mais j'en suis ravi, parce que ça prouve l'excellence, ça prouve l'excellence de la formation que vous leur offrez et des carrières que vous leur offrez. Alors, après, j'ai mes recommandations de grand-père à vous faire. Je fais toujours les mêmes. Alors, ceux qui sont déjà venus à la cérémonie de l'année dernière pour la promotion d'avant, ils vont dire qu'il commence à être un peu gâteux. Mais je pense que ça vaut le coup. C'est alors, des recommandations de comportement dans votre travail. La première reco, vous allez me dire, celle-là on l'a entendu 1000 fois. Vous avez beaucoup appris, vous êtes très malin, mais vous ne savez pas tout. Donc vous arrivez en entreprise, si vous ne savez pas, il faut demander. Plutôt que de rester planté dans son coin, à ne pas savoir, et à mouliner dans sa tête sans pouvoir trouver de solution. Il ne faut pas hésiter à demander. On ne vous demande pas de savoir tout d'entrée de jeu et de savoir tout faire bien d'entrée de jeu. Gardez quand même cette idée en tête. Si vous savez demander, ça a un autre avantage. Ça vous permet de connaître en fait les gens dans l'entreprise, de savoir ce que font les uns et les autres,
de savoir comment vous vous situez dans la chaîne de valeur de l'entreprise et aussi donc aussi de vous faire connaître et de vous donner des opportunités de mobilité au sein de l'entreprise. N'oubliez pas ça. Ça, c'est un peu la deuxième recommandation. La troisième recommandation, c'est une entreprise, ça fonctionne bien. Quand même, le principe d'une entreprise, ça fonctionne bien quand il y a des routines. Et par ailleurs, dans la pharma, la gestion du temps est quand même quelque chose d'extrêmement critique et la pression du temps importante. Les routines, c'est donc super, mais les routines, ça peut empêcher de réfléchir. Donc, prenez le temps sur un projet, sur un dossier sur lequel on vous demande de travailler. Prenez le temps de vous dire, bon, je peux partir sur la solution que je connais, ce qu'on m'a appris de faire, etc., où il y a peut-être moyen de faire différemment et de faire différemment et peut-être de façon plus efficace. Quelquefois, vous allez faire ces propositions, vous allez vous ramasser, bon, ça peut arriver, mais vous allez aussi pouvoir, vous allez peut-être aussi susciter des idées nouvelles et des nouvelles façons de travailler dans l'entreprise et la faire progresser. Donc c'est compliqué, l'entreprise, je trouve, parce qu'il y a cette nécessité finalement d'instaurer une mécanique de routine. Alors Cyril, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire là, parce que je pense que vous êtes plutôt dans le genre pas de routine du tout, mais il y a des routines de travail, et il y a des routines de travail dans un service, dans un département, etc. Prenez le temps de réfléchir, prenez le temps, vous pouvez proposer des idées, vous pouvez être créatif et tout. Soyez rigoureux. Alors, il y a un truc qui est assez important, mais ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Vous travaillez pas mal avec des données. On n'a pas toujours toutes les données qu'on veut. Il faut chercher effectivement les meilleures données qu'on peut avoir. La question, c'est quand on ne les a pas, il faut savoir qu'on n'a pas forcément les bonnes données. Donc, il faut être capable de transmettre l'idée qu'on travaille avec une zone d'incertitude autour des informations qu'on a. Et surtout, ne transmettez pas l'idée que c'est ce que vous faites, c'est la vérité établie, que c'est la Bible, etc., et qu'on peut se fonder dessus pour prendre des décisions. Il faut savoir, en fait, travailler dans l'incertitude avec les données que vous avez. Et il faut, alors, deuxième point, le corollaire de ça, c'est qu'il faut aussi, bien sûr, sourcer vos données. Le dernier point, et je m'arrête là, parce que, quand même, je ne veux pas vous priver de l'exposé de Cyril Shriver. Le dernier point, mais ça, c'est trivial ce que je veux dire. Le dernier point, c'est soyez éthique. Soyez éthique. Non, j'ai un avant-dernier point. Ça, c'est l'avant-dernier point. Soyez éthique. C'est une industrie fondée sur la science. C'est une industrie qui est pour le bien des patients. Ça peut apparaître un peu tarte de le répéter, de le dire, etc. Mais c'est vrai que c'est ça qui, enfin, la perception qu'on a de l'industrie pharmaceutique et vous le savez, pas toujours très bonne, d'accord. Et vous ne pouvez revaloriser cette perception que si vous avez un comportement parfaitement éthique par rapport aux données que vous manipulez, aux messages que vous faites passer. Et je crois que personne ne pourra dire le contraire. Alors du coup, le dernier point, connaissez bien vos produits. Connaissez bien vos produits et connaissez bien les produits des concurrents. Quand je dis connaissez bien, ça veut dire qu'il faut pas simplement, il faut vraiment les connaître du point de vue effectivement de leur pharmacologie, on pourrait dire, mais aussi de leurs résultats cliniques, de ce qu'on en connaît en fait en termes de pratiques empiriques, etc., de façon à ce que vous soyez capable d'en parler bien, entre guillemets, et notamment par rapport à vos concurrents. Ça, c'est super important. Et voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Est-ce que j'ai dit des bêtises, Cyril ? Ça va ? Bon. Comment ? D'accord. Donc, s'il vous plaît, essayez de garder ces règles en tête. Et puis, éclatez-vous. Et puis, si vous ne vous éclatez pas, il faut vous dire qu'il y a un problème. Alors, ça peut être effectivement que vous avez un patron, pardon, un supérieur hiérarchique, pas vous, immédiat, bon, ça peut arriver. Mais si vous ne vous éclatez pas, posez-vous la question de savoir pourquoi. Éventuellement, n'hésitez pas à changer dans l'entreprise ou ailleurs. Hein. Mais si vous ne vous éclatez plus, ben, c'est plus marrant de bosser, quoi. Hein. Donc, voilà. Comment on va procéder ? Cyril va faire son exposé, on va délivrer les diplômes après. Si vous êtes sympa, soyez sympa de vous présenter et de dire ce que vous faites à l'heure actuelle. Comme ça, Cyril pourra reconnaître les siens et les autres. Et puis après, on a un petit pot. Mais maintenant, je m'arrête de parler et je passe la parole à monsieur Cyril Shriver. Non, en échangeant ensemble, on a pensé que ce serait une opportunité
également pour moi de refléter un petit peu sur le secteur, une boîte comme MSD, où est-ce qu'on se situe aujourd'hui et quels sont les paris qu'on est en train de faire dans ce secteur. Voilà, échanger un petit peu avec vous, tant au travers de questions que lors du pot après la remise des diplômes. Je pense, pour rebondir sur ce que vous disiez, vous arrivez à un moment, et ça peut paraître un peu tarte à la crème aussi, de se dire, année après année, vous arrivez à un moment passionnant, mais en toute sincérité, je bosse dans l'industrie depuis, il faut que j'ajoute une année chaque année que je raconte ces histoires. Depuis combien de temps maintenant? 25, 26 ans, hein, donc j'ai 48 ans. Et c'est juste probablement une des périodes qui amène le plus de transformation. On a eu une transformation ces dernières années qui était, parce qu'on est un secteur qui repose sur la science. Tout part de la science. Et on fait de la recherche, de la découverte, et en même temps on suit la science en fonction des recherches et de nos propres recherches et de la recherche des autres. Et ça a été, c'est ce qui a nourri depuis toujours et qui continuera à nourrir l'industrie, en tout cas les innovateurs dans cette industrie. En même temps, au-delà des différents bouleversements qui vont continuer à arriver du point de vue de la science, on a inventé et découvert beaucoup de choses, mais il reste tellement à faire, et dans certains domaines, les neurosciences, l'oncologie, là, ça bouge pas mal. On est probablement en train de passer un certain cap, mais il y a encore tellement devant nous. Et au-delà de ça, ce qui arrive et qu'on n'a pas eu, en tout cas ma génération, au moment où on est entré dans les jobs tels que vous le faites aujourd'hui, c'est tout le bouleversement technologique et numérique qui est en train de venir. Et même si on se raccroche à cette science, puisque c'est ça notre proposition de valeur, c'est quand même en train de fondamentalement faire évoluer cette proposition de valeur. Et vous avez également au-delà, finalement, une hétérogénéité dans les différents acteurs, les différents joueurs dans le système de santé, qui fait que finalement, il y a 25 ans, on allait dans la pharma très largement, quelque part dans la grande pharma, et on faisait un distinguo croissant avec quelques boîtes de génériqueurs. Est venu les biotech, et là maintenant c'est tout un ensemble d'entreprises, au-delà des biotech et de la grande pharma, qui sont en train d'entrer dans le système de santé et d'avoir finalement un morceau de la chaîne de valeur. Et avec les formations qui sont les vôtres et les différents backgrounds, vous avez l'opportunité, à mon avis, de faire quelques allers-retours. Les faire sans nécessairement avoir un parcours de carrière complètement tracé. Après, il faudra relativement rapidement le faire, mais je conseille ça, même si ceux d'entre vous qui nous ont rejoints, je ferai tout pour vous faire une partie du chemin chez nous. C'est pas mal également de réfléchir dans la vie d'aujourd'hui, parce que très honnêtement, j'ai 3 enfants de 2 adolescents, et probablement aujourd'hui, échangeant avec eux, il n'y en a aucun pour l'instant qui veut venir dans l'industrie pharma. Mais je leur conseillerais de faire ce genre de choses. Donc je me mentirais à moi-même et à vous de dire qu'il ne faut pas probablement aller chercher un cumul d'expérience en France et à l'étranger. Vous disiez quelque chose d'important, et après ça dépend des approches que seront les vôtres, autour de la donnée. Une grande question que vous vous poserez relativement rapidement, c'est la capacité de muer entre des excellents professionnels avec des backgrounds et des compétences qui sont top-notch au travers de ces multiples diplômes que vous avez en businesswoman et men. Et est-ce que c'est ça qui vous drive? Et est-ce que c'est ça que vous voulez faire? Et là, le point que vous faisiez sur la donnée est si important, parce que ce que je croise en revanche aujourd'hui, c'est des gens qui, sincèrement, je suis bluffé, ils m'impressionnent à leur âge,
mais ils ont besoin d'analyser tellement, de regarder tellement les données, ils bénéficient quasiment de trop de données, et du coup, ils ne laissent pas cours à une certaine prise de risque, à une intuition, à ce qui vient des tripes et pas seulement d'une suranalyse. Et pour en avoir parlé dans l'entreprise, c'est quelque chose sur lequel je n'ai pas forcément réussi à faire bouger les choses. Moi-même, j'ai eu multiples expériences, surtout géographiques. Et c'est vrai qu'avoir des expériences dans des environnements où vous avez finalement très peu de données, et où vous allez exprimer à la fois votre puissance intellectuelle de réflexion, mais acquérir ce gut feel sur j'y vais pas, je prends du risque, et l'intuition c'est celle-là, et je me plante, mais au moins si je me plante, j'essaie de le voir assez vite et je corrige, c'est quand même fondamental. Et ça c'est quelque chose qui moi me fait un peu peur dans certaines carrières que je vois, où on est finalement dans un monde qui est très novateur et on approche nos carrières encore parfois de manière relativement traditionnelle. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, avant d'arriver là. Et c'est à nous également, dirigeants d'entreprise, de faciliter des parcours de carrière différents. Au-delà, vous rentrez dans un environnement, et on en a parlé, les boîtes font des choix relativement différents. Donc je peux parler un tout petit peu dans le quart d'heure qui vient, nous, de pourquoi je pense que c'est passionnant et ce qu'on voit aujourd'hui. On avait finalement un regroupement assez fort en termes de stratégie d'entreprise, et je pense on va trouver plus de distinguo dans les mois et années qui viennent sur les approches que prennent les entreprises, drivées par leur portefeuille, c'est sûr, mais drivés aussi par leur capacité finalement d'anticiper les évolutions de l'environnement. Et on est tous à manier un certain nombre de buzzwords autour du numérique, du digital, de la place prépondérante qu'est en train de prendre le patient dans le système de santé, de ce shift qu'on voit de plus en plus d'un système de santé qui est structuré autour des actes pratiqués, finalement, du volume, quelque part, vers la qualité, vers la pertinence des soins. Mais la manière dont les entreprises vont l'approcher sera différente. Et je pense que ce qui est passionnant pour vous aujourd'hui, plus que toute autre chose, c'est que finalement, dans nos entreprises, on avait, et on a encore largement, deux grosses entités. Et si je parle pour Merck, c'est encore trop souvent le cas. On a vraiment la recherche, où c'est la découverte, la science, et une fois qu'ils ont quelque part fini leur job, ils nous passent le bébé et on essaye d'en faire quelque chose. La différence qui va se passer de plus en plus, qui est en train de se passer pour nous, et qu'on est en train d'essayer de gérer au mieux, et que vous allez rentrer complètement dedans, c'est le fait que très en amont de la recherche, vous allez être de plus en plus impliqué dans les choix. Dans mon job, et même si avant j'étais en charge de plus petits pays, donc on me demandait moins mon avis, mais même les patrons de plus grands pays, rarement apportaient un input sur une phase 2. Très rarement. Ils arrivaient et ils commençaient à comprendre et à interagir une fois qu'on était en phase 3 et que tout était designé. Et aujourd'hui, ce qui est vraiment intéressant pour vous, c'est cette possibilité de venir finalement beaucoup plus au contact de la science, alors que la science devient de plus en plus compliquée, puisqu'on est obligé de commencer à designer nos essais cliniques et les penser très tôt pour finalement répondre le mieux aux besoins médicaux non couverts et structurer les études cliniques afin d'obtenir un remboursement. Dans les dernières 5 années, un peu plus, 6 années, et ça c'est public, on a amené 4 produits de notre recherche pour lesquels les essais cliniques étaient positifs. Il y avait cliniquement, on montrait qu'il y avait un bénéfice pour les patients, un profil, et ces produits ne bénéficieront jamais à aucun patient. Ils ne seront jamais mis sur le marché. Pourquoi ? Parce que très tôt en amont, le design même de ces études, l'approche,
n'a pas répondu aux besoins des autorités et des payeurs. Donc je pense que ça va être très très intéressant pour votre génération, avec beaucoup moins finalement ces deux organisations qui se parlent moins. La deuxième chose auquel vous faisiez référence, qui est passionnante et que vous allez emmener, et ça c'est notre gros challenge, j'en parlais encore aujourd'hui dans l'entreprise, c'est que finalement on a un ADN dans le monde de la santé, quelque part, qui est basé sur la perfection. Il faut que ce qu'on fasse cliniquement, en termes de pharmacovigilance, de réglementaire, d'assurance qualité, on ne peut pas se permettre le moindre écart. Donc tout est basé sur la perfection. Et ça, cet ADN-là, il a dépeint quelque part, il a déteint sur l'ensemble des fonctions, y compris plus marketing, commercial. Et donc, on sait, dans toute la manière dont on travaille jusqu'à présent, également dans cette partie marketing et commerciale, on travaille de manière souvent à aller chercher cette perfection et de manière très séquentielle, avec une itération. Or, le monde d'aujourd'hui, les concurrents qui arrivent, nos clients d'abord, l'expérience qu'ils recherchent, elle est basée sur une expérience et notre capacité finalement à comprendre cette expérience du client, patient, professionnel de santé, et améliorer constamment cette expérience. Exactement ce que font les boîtes dans de nombreux secteurs, et pas seulement les pure players dans le digital. Certaines banques, la grande conso, etc. Et nous, en tout cas, à Merck, c'est un des enjeux majeurs qu'on s'est fixé, c'est vraiment de devenir agile et d'arriver à bouger de cette approche où il nous faut 4 à 6 mois pour monter un programme patient, délivrer une belle campagne, faire ce genre de choses, à vraiment travailler en mode agile, faire les choses sur des cycles de 3 semaines, apprendre en allant chercher la donnée en continu avec des scientifiques de la donnée, etc. Et bouger et vraiment évoluer dans ce monde agile où on expérimente, on apprend, on améliore. Mais ça, finalement, dans une entreprise telle que la nôtre, c'est 2 chocs de culture, puisque c'est tout un aspect scientifique, médical, réglementaire qui est très, très structuré et qui doit l'être, et tout un autre champ, avec parfois d'ailleurs des aspects générationnels en plus, qui va emmener le business différemment. Et ça, vous allez voir, ça va être des défis auxquels vous allez vous livrer et sur lesquels nous, dirigeants d'entreprise, on compte sur vous pour venir faire bouger les lignes. C'est vrai à MSD et c'est vrai dans d'autres boîtes. On avait ensemble échangé avant que je vienne vous voir sur toute cette question et tout ce qui se dit aujourd'hui sur finalement ce shift d'un focus très fort de notre industrie sur le professionnel de santé vers de plus en plus le patient. Et vous le verrez, vous avez fait différents stages, vous êtes en ce moment, la majorité je crois, ça y est, le pied à l'étrier depuis plus ou moins longtemps, et vous avez commencé à trouver ça, et différentes entreprises l'approchent de différentes manières, sur finalement des boîtes qui étaient très centrées sur le professionnel de santé. Nous, industrie, on ne peut pas aller vers le patient, on va vers le professionnel de santé, et ensuite c'est lui qui s'occupe du patient. Vers un certain nombre d'entre nous, et c'est notre cas à MSD, qui sont en train de penser comment est-ce qu'on arrive à engager vraiment le patient et dans notre cas, en raison de notre portefeuille également vaccin, le grand public autour de la prévention. Et cet aspect-là nous a amené à commencer à construire de nouveaux métiers autour de toute cette question des parcours de soins. On en parle beaucoup, on en a débattu, j'imagine que vous en avez parlé quand vous avez eu différents topics, différents sujets sur l'accès au marché et la reconnaissance de la valeur qu'on apporte. Et je crois que ce que vous allez également expérimenter dans vos carrières, dans les mois qui viennent, et ce sur quoi on travaille, c'est finalement un modèle d'industrie, mis à part dans quelques marchés qui sont un peu plus avancés, dans les pays nordiques,
et les pays anglo-saxons un peu, et ça vient en France, c'est finalement ce passage d'un modèle qui restait jusqu'à présent assez classique, avec l'évaluation d'un médicament et son degré d'innovation et une équation prix-volume. Et même si on a tout un processus HTA d'évaluation de la valeur, on arrive à un moment sur la question pure et dure de j'ai combien à mettre sur la table pour cette population de patients ou cette pathologie et une équation prix-volume. Et ça, c'est quelque part quand même ce qui, aujourd'hui, dans beaucoup de pays, y compris la France, reste très vrai. Or, et après, à vous de rejoindre les entreprises qui essayent d'être le plus innovantes, et là, je vais faire un peu de pub pour nous. Il y a un certain nombre d'acteurs qui se disent comment est-ce que je fais bouger les lignes. Et si vous voulez, à l'autre bout du spectre, et là, nous, on n'est pas là, à l'autre bout du spectre, vous avez l'idée que certains acteurs, à un moment, pourraient arriver avec une offre complètement intégrée, un peu comme quand on part en vacances, un package all-inclusive. Le médicament, les solutions, le diagnostic, le suivi à domicile au besoin, donc vraiment tout le paquet de prise en charge, et un contrat de performance sur lequel l'entreprise s'engage et est payée à la prise en charge d'une population. Ça, c'est l'autre extrême, si vous voulez, du modèle, sur lequel aujourd'hui, même si certaines entreprises potentiellement pourraient être prêtes, le système de santé ou la majorité des systèmes de santé n'y sont pas prêts aujourd'hui. Et la question et le curseur, et on peut en débattre plus que 20 minutes, c'est entre les deux. Qu'est-ce qu'il y a? Et c'est ça que certaines entreprises comme nous explorons aujourd'hui, d'être capable de se dire, moi, je ne vais pas simplement essayer d'apporter et de faire évaluer mon médicament de la meilleure manière possible. Je vais vraiment réfléchir à quelle doit être la meilleure expérience pour le patient avant, pendant, après sa prise en charge. Je vais aller chercher de la donnée autour de l'ensemble de ce parcours, avec médicaments et un certain nombre de solutions innovantes autour du médicament. Et si je vais chercher la bonne donnée, je vais essayer de valoriser cette donnée et développer des contrats avec le payeur, en France, que ce soit CEPS, CNAM, plus innovant qu'un contrat finalement assez simple d'un prix et d'un volume. Et après, je pense que tout le monde dans le temps va aller là. Un certain nombre ont décidé, et ne pas les seuls, d'être un peu les premiers dans cette direction-là. Et c'est celle que nous prenons. Et c'est ce que vous allez vivre plus ou moins vite, je pense, dans les entreprises, en tout cas dans les plus larges. Les biotech peuvent se permettre d'être beaucoup plus focalisés sur une innovation. C'est vraiment cette réflexion autour de l'expérience que l'on souhaite apporter aux patients. Expérience que l'on peut, grâce aujourd'hui finalement au digital, et quelque part désintermédiaser, j'arrive jamais à prononcer le mot, certains acteurs, donc disrupter, avant que nous-mêmes soyons disruptés, et engager, si ce n'est un dialogue, en tout cas apporter la bonne information selon les bons formats, les bons outils de mise en relation pour vraiment influencer cette expérience, améliorer l'expérience patient et contractée. Je vais vous donner un exemple pour être un petit peu concret là-dessus. Je peux vous donner un exemple, par exemple, en maladie chronique. Imaginez demain la possibilité pour le professionnel de santé d'avoir bien évidemment la donnée clinique beaucoup plus détaillée au travers des éditeurs de logiciels qui se renforcent tout le temps pour son patient, mais de bénéficier également dans un tableau de bord de données qui seraient partagées par le patient, donc en anglais un patient reported outcome, mais également de données comportementales qui seraient soit partagées par le patient, soit issues de l'écoute finalement sur les réseaux sociaux, de la manière dont les patients dans cette pathologie vivent leur maladie.
autour de plein de questions. Et je peux vous dire que la richesse de ce que vous pouvez trouver et analyser sur les réseaux sociaux est juste énorme. Si vous cumulez, si vous amenez ces 3 données et que vous y mettez de la puissance analytique, voire du machine learning, vous êtes capable d'apporter des recommandations au médecin qui, lui, a 10 minutes, un quart d'heure avec son patient et pourrait bien être aidé de marier ces données-là. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres de ce qu'on doit être capable de faire. C'est un petit exemple dans le futur, puisqu'on va voir, et on le voit en France, alors ça prend du temps à venir, mais je pense que ça va venir, ce shift important vers une rémunération de plus en plus à la performance, donc à la qualité de soins. Et cette rémunération à la performance qui s'applique aux structures de santé, qui s'applique aux professionnels de santé, va s'appliquer également à nous, va s'appliquer à l'ensemble des acteurs. Et de ce point de vue-là, vous allez entrer dans des environnements où vous allez devoir entrer cette équation dans tout ce que vous faites, à mon avis. En tout cas, à mon avis, c'est ce qui va se passer. Nous-mêmes, on a piloté différents projets avec plus ou moins de succès. Plus ou moins également d'ouverture, puisque ça amène, et vous parliez évidemment d'éthique, de réputation du secteur, donc la possibilité de se poser avec un ensemble de professionnels et de prendre une posture qui est finalement un peu plus une posture de consultant qu'une posture simplement autour du bon usage du médicament. Et ça prend du temps. Mais c'est à mon avis ce qui, dans certains de vos métiers, puisque vous pouvez prendre différentes voies, va vous arriver. Donc, je crois, pour conclure, hein, je ne vais pas prendre plus de temps et échanger, que les carrières, et selon les objectifs que vous fixez, que vous allez avoir, vont vous amener quelques passages obligés qui n'étaient pas des passages obligés quand j'ai démarré ma carrière. Des passages obligés autour de tout ce qui est market access. Et c'est un gros pavé dans ce que vous avez échangé cette année, plus ou moins proche de tout ce qui est prix remboursement, de ce qui est outcome research, donc dans le domaine vraiment de l'accès au marché et de la reconnaissance de la valeur, vont vous amener un temps autour du marketing du futur, du digital. Je pense que ce n'est pas du temps perdu. Et ensuite, sans oublier, et ça restera toujours vrai, rapidement dans vos carrières, et j'en finirai avec ça, gérer des équipes. Rapidement, et ça il faut un petit peu pousser parfois, prendre l'opportunité de gérer une équipe et de se frotter assez jeune avant qu'on... non, avant que vous ayez acquis trop de certitude dans vos carrières professionnelles, essayez de gérer des équipes plus ou moins petites aux côtés des acteurs. Donc en dehors des bureaux, sur le terrain d'une manière ou d'une autre, je ne peux que vous le recommander. Et je pense que ces 3 éléments-là vont être clés. Moi, il y avait le 3e. Dans ma carrière tôt, et c'est ce qui m'a entre guillemets le plus servi. Il n'y avait pas les 2 premiers. Je ne serais pas dans le job où je suis aujourd'hui si je démarrais ma carrière et que je me projetais dans 15-20 ans, si je ne fais pas un peu des 2 premiers, à mon humble avis. Voilà ce que je partagerai avec vous. Et vous avez raison, amusez-vous. Amusez-vous parce que quand même, ce qu'on fait, c'est sérieux. Il ne faut pas non plus se prendre trop au sérieux. Voilà. Merci. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai essayé de brosser en un quart d'heure, 20 minutes. Voilà, c'est jamais facile de toucher plusieurs sujets, mais... Juste pour lancer le débat, comment voyez-vous effectivement la possibilité de surmonter les barrières réglementaires qui sont liées à la relation patient-labo, je veux dire, parce que je
trouvez assez optimiste finalement là-dessus dans le contexte français. Comment voyez-vous que ça peut évoluer et dans quel cadre, dans quel nouveau cadre réglementaire vous voyez, parce qu'on va être obligé d'inventer un nouveau cadre réglementaire. Qu'est-ce que vous avez dans votre tête quand vous pensez à ces obstacles? Je pense qu'il y a, je fais le pari quelque part de l'intelligence du régulateur et du politique par rapport aux chantiers qui ont été fixés. Et finalement, quand on regarde les grands chantiers, et certains ont été annoncés tout récemment, hein, ce passage vers finalement la quantité à la pertinence des soins, c'est peut-être pas exactement la manière dont on s'est dit, mais il y a la pertinence des soins. L'évolution des modes de financement et des financements basés sur la performance. La structuration des parcours de santé et vous l'avez vu, vous l'avez peut-être vu, je crois qu'elle l'a même tweeté, Agnès Buzyn dire tous les acteurs du système de santé doivent s'emparer de la problématique des parcours de santé ou de soins. Les termes sont utilisés, c'est pas exactement pareil, mais je pense que santé c'est beaucoup plus inclusif de la prévention et de tout ce qu'on doit faire avant. Mais bon. Et puis toute la question de la régionalisation, mais ça c'est un petit peu différent. À mon sens, réussir ces chantiers-là vont amener étape par étape le régulateur à se dire qu'autour de la table, un certain nombre d'acteurs sont pertinents, y compris notre industrie. Ça c'est le premier point à mon sens. Le deuxième, je crois beaucoup à l'expérimentation et au pilote. Je crois que et c'est pour ça que nous, on se lance dans un certain nombre de projets, et on a ramé parfois, on a mieux avancé d'autres fois, on a appris sur justement ces questions d'optimisation de parcours de soins, d'information aux patients et autres. Ce qu'on s'aperçoit finalement, c'est que si on essaie de faire bouger les choses au niveau national, en tapant à la plus haute porte, c'est très difficile. Si en revanche, intelligemment et dans le cadre du collectif, on pose bien les questions et qu'ensuite, dans un cadre compétitif, avec les acteurs sur le terrain, on met en place des projets avec le plus de rigueur possible et en définissant bien la finalité et en suivant les données, on a aujourd'hui un certain nombre de projets qui, tout en gardant beaucoup d'humilité, nous amènent aujourd'hui à être dans des discussions qu'on n'avait pas il y a quelques années. Et de la même manière, je pense que ce sera d'autant plus le cas. Et c'est vrai qu'on est sur des marchés, on a des archétypes de marché quelque part. Et la France, on l'a beaucoup encore mis en catégorie, marché relativement traditionnel, un point important, très important du médecin dans la décision, et une sensibilité à la promotion telle que l'industrie l'a fait beaucoup et continue, pour une part, selon un niveau moindre, à le faire, qui était fort. À mon sens, ça va encore s'accélérer. La promotion telle que on peut la faire du bon usage et du médicament va changer de plus en plus rapidement. Et du coup, si on fait les choses intelligemment, un certain nombre d'acteurs investissent dans vraiment des nouveaux métiers. Et finalement, comme dans notre business, faire bouger les lignes, c'est une question de confiance. Bâtir la confiance sans être naïf ni trop optimiste, ça veut dire mettre en face également des personnes qui sont expertes, le bon niveau d'expertise. Un de nos enjeux parfois, c'est qu'on essaye d'aller sur un domaine où on n'en maîtrise pas tous les tenants et les aboutissants. Si on parle données, je veux dire le type de métier et de compétences qu'on recherche aujourd'hui sont des choses qu'on n'avait pas dans le passé. Si moi je rentre dans une discussion, on va dire dès que ça devient un peu trapu, je ne peux pas suivre. Il faut structurer nos organisations avec des gens qui maîtrisent vraiment un certain nombre de nouvelles compétences pour pouvoir
avoir ces échanges. Réponse un peu longue à votre question, donc je ne crois pas qu'il n'y a pas une voie. Je pense que ça va prendre un certain temps. Et j'ajouterais, et j'aurais dû commencer par ça, je pense que ce qui va devenir clé, qu'on a moins fait dans le passé, et sur lequel j'espère réussir à bien positionner notre entreprise, c'est les partenariats. En fait, aucun hôpital ou système de santé va dire « moi je suis prêt à faire tel projet juste avec Merck. Je suis prêt à structurer une base de données juste avec MSD. » Il va falloir structurer des partenariats avec les bonnes compétences, avec des acteurs qui ne sont pas tout le temps dans la pharma. Et c'est ce sur quoi on travaille pas mal en ce moment. Ça, c'est compliqué, mais quand on regarde certains de nos voisins et les entreprises qui réussissent, alors ce n'est pas seulement le grand effet d'annonce, telle boîte avec Google pour... non, c'est pas seulement, et c'est souvent pas ça. Ça peut être des partenariats avec une start-up, avec une boîte qui s'occupe de données, avec un acteur public, et essayer de monter quelque chose qui fait sens. Ça, personnellement, j'y crois beaucoup, et je crois que c'est le modèle en France, et pas seulement, qui va nous faire avancer. Oui. Moi, j'avais une question. Vous avez parlé du parcours de soins, du triptyque diagnostic, prise du médicament et suivi. Vous intervenez beaucoup sur les deux aspects, prise du médicament et suivi. Mais comment vous imaginez intervenir sur la partie diagnostic, autre que par des campagnes de communication type, ce qu'on peut faire, type Octobre Rose ou autre, pour inciter au diagnostic? Est-ce que vous imaginez vraiment des stratégies de mise en place pour inciter les patients au diagnostic et les suivre dans cette démarche-là? Oui, là vous faites un très bon point. Et sous le diagnostic, il y a beaucoup. J'avais en tête également tout ce qui est dans lequel, par exemple, certains compétiteurs, Roche, pour ne pas les nommer, ont une vraie division diagnostique. Toute la partie dépistage, donc l'exemple que vous donniez un peu était autour du dépistage et donc diagnostic de la maladie. C'est quelque chose sur lequel nous, on peut, vous avez raison, participer à des campagnes de sensibilisation, de communication. C'est plus difficile pour nous d'aller au plus proche du patient. C'est un peu différent dans les vaccins. Dans les vaccins, on a en France un vrai enjeu de méfiance, même si les lignes sont en train de bouger, parce que, comme dans beaucoup de pays, si les scientifiques et les politiques s'alignent, ce qui est en train un petit peu mieux de se passer en ce moment en France, et s'il y a un message politique fort, ça crée des conditions d'un dialogue et d'une communication plus apaisée. Sur les vaccins, je pense que là, les différents acteurs, y compris privés, ont un vrai rôle à jouer, et nous, sans en dire trop, parce que beaucoup va venir, dans les mois qui viennent, on pense qu'on a tout notre rôle à jouer, et dans la bonne communication, puisqu'en fait, finalement, on était dans un système, l'industrie, où on disait, aux US, on fait du marketing, de la com auprès des patients, et de la population au sens large. Dans tout le reste du monde, quasiment, on ne peut rien faire. Et là, c'est vrai que les réseaux sociaux, le digital, changent complètement les manières de faire. Alors sans pour autant faire de la promotion de notre médicament, en n'utilisant jamais notre nom de médicament, mais ça apporte une compréhension et ça nous permet de bien mieux comprendre les comportements, et je pense que ça offrira des opportunités. D'ailleurs, si vous regardez l'excellent travail que font aujourd'hui les autorités de santé autour de la vaccination, ils ont derrière et avec eux un grand groupe média qui les aide, et ils sont réseaux sociaux, Twitter, etc. Et il n'y a rien à dire. Je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu. Ça, c'est un vrai changement. Et ça, ce sont nos autorités sanitaires qui emmènent la danse. Voilà, donc j'ai un petit peu débordé de la question, mais... Bon, on peut échanger pendant le drink. Après, oui, bien sûr. Ah, c'est important.
Vous n'avez pas fini notre service. Non. Merci beaucoup. Merci. On fait ça comment? Je me mets où? Je fais quoi? On va se mettre là. C'est vous qui me dites tout. Alors, je vais vous présenter la Major. D'accord. Deux promotions, Salomé, Tarme. Salomé, s'il vous plaît. Alors, Salomé, vous venez nous faire la bise, mais vous nous dites un petit peu où vous en êtes. D'accord, ok. Bah, merci beaucoup. Je ne savais pas que j'étais la Major. Non, merci. Bravo. Merci. Félicitations. Ok. Salomé, voilà. Au milieu, entre les deux, voilà, okay. Voilà, comme ça. Il n'y a pas marqué numéro 1. Si, il y a marqué numéro 1, là, voilà. Ciselez bien. Waouh. Voilà. Merci. Alors, Et puis, Suzanne, vous avez le t-shirt? Oui, oui, mais je le peut-être. Ah. Vous voulez dire, et donc vous êtes, Alors, du coup, en ce moment, je suis chez Roche en tant que chef de produit dans le cancer du sein. Voilà, j'ai été embauchée suite à mon stage. Voilà. Et Salomé était lauréate du prix 112 l'année dernière avec sa collègue Camille, qui n'est pas là. Bravo. On a d'autres lauréats ici ce soir. Voilà. Bravo. Très beau labo. Alors, nous avons un co-major, Suzanne. Nous avons un co. Oui, mais il n'est pas là. Il n'est pas là le co-major. Bon, Il on va est en quand même balade. le dire. C'est Vladimir qui était co-major et qui n'est pas là. Bon. Alors maintenant, on va passer à l'ordre alphabétique. On va passer. Oui, on peut y aller. Donc, Je vous les passe. non, c'est plutôt moi qui vais vous les passer. Ah oui, Voilà, mais voilà. c'est vous le grand orchestrateur. Voilà. Soline. Bon, bah, Soline, bravo. Bah, je vous fais la bise. Merci beaucoup. Soline, un petit mot sur ce que vous faites aujourd'hui. Et vous Photo, tournez je crois. Vous tournez vers le photographe. Voilà, le rituel est complet. Le rituel est complet. On a bougé. Et Et donc aujourd'hui, chez MSD, en chef Oui. de produit sur Zimplava. Bravo. Lancement à venir. donc Sandrine Belgous, Ils sont beaux ces diplômes. lauréate du prix Santé. Oui. Bravo, félicitations. Et bravo Sandrine. Voilà, retournez-vous vers le C'est à vous. photographe. Je vous le donne. Voilà. D'accord. 3. Sandrine, un petit mot sur ce que vous faites à l'heure actuelle. Je termine actuellement une mission pour un cabinet de conseil et je travaille aussi sur ma thèse qui sont sur les enjeux de l'immunothérapie en France, notamment Wow. sur un stage que j'avais fait chez MSD en 2015 sur Keytruda. D'accord. C'est sérieux là. Donc Caroline Belèche est là. Bravo. merci. Alors, je Merci. ça y est, maintenant, je crois que vous avez compris comment il fallait faire. Et vous êtes chez MSD? Non, je suis Servier en tant que chef de produit sur les dom-toms, île Maurice et Madagascar. Top. Félicitations. Bravo. Bravo. Donc la promo en termes de parité filles-garçons, Non, il y a plutôt un déséquilibre. plus de filles. Plus de filles. Voilà, tout à fait. comme à MSD. Faites 70% de femmes. Franck Bernard. Ah, lui je le connais. Bravo. Merci. Bravo, Franck. Donc, voilà. Donc, vous avez le droit de dire ce que vous faites. Je suis chef de projet parcours de santé ville. Voilà, il est en plein. Voilà, il est en plein Plein dedans. dans le créneau. Il est en plein porteur, dedans. plein dans le créneau Bravo. porteur, voilà. D'accord. Ah, bravo Virginie. Merci. Et moi maintenant je suis directrice des opérations dans une agence qui s'appelle Jean-Marc Mena Conseil. Voilà, j'ai été embauchée après mon stage avec une agence avec laquelle j'avais travaillé. Bravo. Bravo.
Et donc, Ron Chama. Qui est là-bas. Félicitations. Félicitations, Ron. En deux mots, En 2 mots, j'ai fait. vous m'avez dit tout à l'heure, vous m'avez dit en 2 mots, ça va bien. En 3 mots, vous m'avez dit ça va bien. Non, Restez là, alors. non, j'en ferai pas plus, un peu plus. Ça fait 9 mois que je suis chez Servier, en stage puis en travail à mi-temps. Et là, je continue l'aventure à Bucarest avec eux, Super. en business développement. Bravo. Alexandre Chéru. Félicitations. Super. Donc, pardon, faut que je regarde l'appareil quand même. Il y a un lauréat du prix Sambelli. Donc, vous êtes resté là. Du coup, c'est pas écrit là ce que vous faites. C'est pas écrit là, donc. Moi, je suis en VIE en tant que chef de produit en cardio en Irlande, avec Servier. Super. Bravo. Bravo. Dubois. Anna Dubois. Félicitations. Bravo. Je vous remets ça. Une photo. Photographe. Maison. Merci. Ouais. Et donc moi je travaille chez Blue Deal en tant que directeur de projet et en fait c'est une société qui a été à la base créée pour accompagner les sociétés dans les maladies rares, donc D'accord. le développement des maladies rares, les médicaments orphelins, et qui se diversifie de plus en plus et là qui accompagne des structures sur des trainings un peu innovants, comme vous disiez, pour prendre un peu le hauteur sur les choses, et qui propose des solutions digitales pour accompagner les patients. Ah, mais on a besoin de ça. Faut se parler. Ouais, on se parle. Bravo. Élise. Elle est là. Elle est là. Dupéré. Je sais pas s'il y en a deux. Bonjour. Félicitations. Hop, 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 hop. Pas le perdre. Reste en photo. Et moi, je suis chef de produit en gynécologie chez AstraZeneca. Super. Ah bah. On peut être amené à bosser ensemble. Oui, dans le cas de l'alliance qu'on a signée avec Astra. Donc, Asna. Félicitations. Merci. Je vous remets le fameux diplôme, on va le mettre dans le bon sens. Et du coup, moi, je suis chef de produit chez Lily, en dermato. Super. Ça démarre fort en marketing. Oui, le roi, qui est tout. Le roi Il est Farah. là. Je ne dois pas dire Leroy Bravo. quand même, ça suffit. Félicitations. Faut dire Leroy. Leroy. Faut dire Leroy. Je me disais, j'avais une petite inquiétude. Alors, moi c'est particulier, je pense que je suis le cas particulier de la promo. Et il en faut un. Il en faut un. J'ai fini mon stage chez AstraZeneca et après j'ai voulu quitter un peu la pharmacie pour monter ma boîte. Donc ça fait 5 mois que je monte ma boîte dans le digital. hey, Ah ben Il voilà. a tenu plus. Bravo. c'est super. Super. C'est vraiment super. Bravo. Gauthier Fontan. Gauthier Fontan. Félicitations. Merci beaucoup. Hop, 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 hop. Je vous remets ça. Séance de jeu. Ok, parfait. Donc moi, je suis chef de projet digital chez 3 Primes, qui est une agence digitale santé. Voilà. Bon, il y a du digital. Belle variété de- Il y a des belles variétés. Édouard, qui est ici. Bravo. Bonjour, Félicitations. Félicitations, Édouard. Ça fait... On continue le rituel. Du coup, moi, je suis chef de produit en immunologie chez MSD. Voilà. Très bon choix. Donc Igor.
Guédon, si je prononce bien. Félicitations. Merci. Et du coup, moi, je suis chef de produit chez Ménarini. Donc Jean-Paul Apchy. C'est notre sinologue. D'accord. C'est pas marqué sur son diplôme, mais en fait, il est sinologue. Voilà. Donc vous nous faites un petit topo en chinois. Bah oui, bah merci pour le diplôme. Merci, voilà. Félicitations, tenez. Petite photo. Voilà, et donc là, il faut que je dise ce que je fais maintenant. En Donc, chinois. Ah, en mais... chinois, ouais. Non, ça fait 1 an et demi donc, que je suis resté chez Sanofi encore, et toujours en apprentissage. J'étais business analyst l'année dernière, et là, je suis en market, chef de produit sur L-tyroxynéning, une concurrence directe de Levothyrox qu'on a lancé, en octobre. Voilà. Très bien. Voilà, exactement. Voilà, c'est un peu rigolo, mais voilà, je m'occupe de la promotion de L-tyroxynéning en France. Voilà. D'accord. Mais ça, c'est l'autre Merck. Ah, c'est l'autre Merck. Nous, c'est MSD. C'est 2-3 fois, j'ai fait le lapsus. Si Merck m'écoutait, c'est terrible. Donc, nous, c'est Merck américain. Donc, mais c'est très bien. Ok, merci. Et ça passe par les pharmaciens ou beaucoup par les médecins? Faire la promotion du concurrent? Surtout les médecins? Il faut les convaincre. Félicitations. Moi, je suis chef de produit respiratoire au sein des laboratoires Ménarini et prochainement chef de produit santé internationale chez les laboratoires Agnos pour la partie Asie. Super. Super. Bravo. Rémi. Pardon. Rémi Jacotin. Bonjour, félicitations. Merci. Félicitations, bravo. C'est bon? Ouais. Et moi, je suis responsable marketing digital en oncologie chez Pfizer. Super. Donc Tracy Mana. Allez. Bah, félicitations. Ah, bah, On va commencer comme ça. Merci. au plus important d'abord. Ouais. Tenez, bravo, félicitations. Et donc moi je suis chef de produit Humira chez Abi. Bravo. Ça va secouer dans les mois qui viennent. Ouais. On a connu, à chacun le tour, mais on apprend plein de choses pendant ces moments. Donc, Thibaut, montez-les. Félicitations. Merci beaucoup. Tenez. Donc moi, je m'occupe du business développement chez GenPredict. C'est une start-up de diagnostic prédictif génétique. Wow. Ah, super. Super, je suis content parce que Ouais. découvre des carrières originales. Andrea Mounet. Bravo, félicitations. Bravo. Tenez. Et moi, je suis chef de produit chez Ipsen en oncologie sur un lancement cancer du rein. Ah oui. Marine. Non, Ah, pardon. Ah, Marine Mousseau, pardon. On aurait dû dire Marine. Ah, ouais, là j'ai raté là. Non, c'est moi. Bonjour. Félicitations. Je fasse une petite photo. Ah oui, on veut une photo là. Alors du coup moi je sors d'une mission pour Natixis à Hong Kong. Donc, D'accord. et là je reprends mes cours à l'ESSEC. Bravo. Un t-shirt. Aude Kelly. Donc, Aude Kelly.
Félicitations. Bonsoir. Merci. Bravo. Donc, Aude était aussi lauréate du prix santé. Qui fait comme D'accord, oui. Il n'y a pas que des majors, il y a des... Merci. Et donc moi je suis chef de produit chez Novartis. D'accord. Bravo. Donc Camille Roux. Je sais pas où est. Bonjour. Bonjour. Merci. Félicitations. Pardon. Je ne me vexe pas. Si Non, non, non. Moi, je sors de 2 ans de chez MSD. Oui. J'avais commencé en tant que stagiaire au lancement de produits Litruzette en Ouais, marketing. je sais. Et ensuite, j'ai fait un apprentissage pendant 2 ans aux études de marché, toujours sur les primary care. Donc, j'ai continué avec Litruzette. Maintenant, je retourne à l'ESSEC pour valider mes cours et je suis à la recherche d'une opportunité à l'international. Ok. Bon. On ne sait jamais, j'ai entendu. Ah oui. Pardon. Anthony. Bravo. Merci. Merci. Et moi, je suis chef de produit oncologie donc chez MSD et je m'occupe de la partie digitale donc de Keytruda et Emmanuel. Et il y a du boulot. Je l'ai dit. Ah ouais. Voilà. Plusieurs autres beaux labos, il y a Servier. Vous avez votre chance cette fois. Bravo, félicitations. Merci. Tenez. Alors, moi je travaille également chez MSD France. Je suis chef de produit multicanal, c'est-à-dire que je fais du marketing digital, je précise pour ceux qui sont pas habitués, au jargon MSD, parce que faut qu'on le change alors, ce jargon. Le marketing digital le terme diffère en fonction des entreprises. Mais c'est vrai, donc j'accompagne les équipes immunologie, donc Edouard et d'autres, avec beaucoup de plaisir dans leur stratégie digitale. C'est top ça. Marie. Oui. C'est fini. Et ça c'est pour vous. Ah bah c'est super sympa. Vous privez. Ah là. Donc j'espère que vous mettrez bon. Ah bah why not. En tout cas, merci à tous. Maintenant, il y a la partie. C'était très plaisant. Il y a une partie plus plaisante encore qui vient dans l'atrium. Donc, si vous voulez venir boire un pot, discuter avec Cyril et discuter entre vous. Allons-y. Merci, bravo à vous. Un grand bravo.